أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam, salam, salam à tout le monde. Bienvenue sur votre page, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Vous connaissez déjà la chanson. J'ai plus besoin de répéter. Dès que vous vous connectez, vous partagez, vous likez la vidéo. Vous envoyez un peu partout la vidéo, en fait, parce que nous sommes dans une bataille médiatique. Et nous devons être les vainqueurs de cette bataille médiatique. Parce que ça y va dans l'intérêt supérieur de notre nation. Cette nation qui nous est très chère, la nation guinéenne. Donc, comme vous constatez ce soir, j'ai besoin d'un maximum de partage avant de commencer le live. Ouais. Partagez au maximum. Comme vous constatez ce soir, nous avons 3 bons sujets ici. Le premier, c'est concernant le dossier 28 septembre. Le deuxième, concernant la réussite de la transition, le rôle du ministre des Affaires étrangères, qui, avec son équipe, constitue la diplomatie guinéenne. Voilà. Et le troisième sujet, c'est concernant M. Cellou Dalein Diallo. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo et puis on va avancer. Évidemment, nous savons qu'il faut à tout prix ouvrir le dossier du 28 septembre 2009, parce que s'il faut ouvrir tous les dossiers de la République de Guinée, depuis 1958 jusqu'à maintenant, je pense que la transition, on ne va pas la finir. Donc, on va essayer de situer un peu les responsabilités et essayer d'accélérer ce dossier, l'accélérer d'une façon aussi bien faite. Parce qu'il ne faut pas accélérer parce qu'il faut accélérer, non. Alors, j'ai dit dans le sujet que quand j'appelle le colonel Mamadi Doumbouya, en disant, mon colonel, si le dossier du 28 septembre 2009 se passe après Alpha Condé, on ne saura jamais toute la vérité. Évidemment, on ne saura jamais toute la vérité si le dossier s'ouvre après Alpha Condé et si le cœur, on ouvre le cœur du dossier après Alpha Condé, ça sera du gâchis. Parce qu'on ne saura pas toute la vérité. Et je dis évidemment que nous savons qu'il est gravement malade. On ne va pas l'ôter cela. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. Vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo, mesdames et messieurs. J'ai dit que le dossier 28 septembre ne doit pas s'ouvrir après Alpha Condé. Parce que vous avez vu, après la mort de Lansana Conté, paix à son âme, M. Dadis Camara n'a pas organisé l'audit proprement dit pour essayer de traquer les anciens dignitaires du régime Conté. Mais nous avons vu dans le show d'Addis à la télévision que la plupart des travailleurs, la plupart des collaborateurs de Lansana Conté, ils se déchargeaient au fait des responsabilités.
Et ils jetaient toute responsabilité sur Lansana Conté. Comme si eux, ils n'avaient pas occupé une portion de responsabilité dans le gouvernement Lansana Conté, c'est-à-dire durant les 24 ans de Lansana Conté à la tête de notre République. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Mettez des cœurs. Alors, nous savons que le dossier 28 septembre, c'est un dossier lourd. Un dossier qui demande beaucoup de méfiance. Un dossier qui demande beaucoup de vigilance. Un dossier qui demande beaucoup de sécurité et beaucoup de responsabilité. Et parlant de sécurité, vous avez entendu de bouche à oreille que M. Toumba Diakité aurait demandé que s'il faut qu'on fasse le jugement comme ça se doit, que le président doit accepter qu'on ferme toutes les frontières de la Guinée. Comme l'avait dit Khalil le général dans le dossier de 96, les gangs de Mathias, tout ça là. Et vous avez vu que depuis qu'ils ont entamé la construction de cette cour spéciale pour spécifiquement ce dossier du 28 septembre, la construction de ce tribunal a pris du temps. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, depuis 2010 jusqu'au déclin d'Alpha Condé, la construction d'une seule cour ou d'un seul tribunal, ça a pris 10 ans. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Je pense qu'il y avait un manque de... Qu'est-ce que je veux dire? Manque de volonté politique. Parce que Alpha Condé, sachant très bien, est conscient de l'importance et de la lourdeur du dossier, n'a pas voulu que justice soit faite. Parce que tout simplement, il sait que rassembler M. Toumba Diakité, M. Dadis Camara, M. Sekouba Konaté, M. Keboro, M. Claude Pivi et tous ceux qui étaient ce jour-là, il sait évidemment que rassembler tous ces gens-là à Conakry pour un jugement, ça ne va pas l'échapper. Il sait qu'il est la pièce angulaire de ce dossier du 28 septembre. Parce que si d'aucuns ont eu du moins le courage et l'audace de citer le nom de Bernard Kouchner dans ce dossier, là vous mesurez l'ampleur du dossier, la grandeur du dossier. Parce que qui dit Bernard Kouchner dit Alpha Condé, et qui dit Alpha Condé dit Bernard Kouchner. À un moment donné, en République de Guinée, les Guinéens se posaient même la question si c'est Alpha Condé qui gouvernait ou bien si c'est Bernard Kouchner qui gouvernait la Guinée. Parce que ce monsieur a tout simplement délaissé son poste ici en France. Il est allé se tenir de moins aux côtés d'Alpha Condé en Guinée. Parce que ce qu'il gagnait aux côtés d'Alpha Condé, il ne gagnait pas cela en tant que fonctionnaire français. Et nous savons le lien entre Alpha Condé et Bernard Kouchner. Nous connaissons aussi, nous savions déjà l'envie d'Alpha Condé et d'accéder au pouvoir en République de Guinée. Et nous savons quelles ont été les stratégies mises en place par le couple Bernard Kouchner-Alpha Condé pour s'accaparer du pouvoir en République de Guinée, avec l'aide, évidemment, d'une partie de la France et non toute la France. Cette partie, que moi je traite d'oligarchie, qui fait partie aussi du peuple français, même s'il ne faut pas accuser tout le peuple français. Et, mesdames et messieurs, comme notre cher frère aîné Mandian Sidibé le mentionnait la fois dernière, c'est que aujourd'hui, nous constatons que le colonel Mamadi Doumbouya a toute cette volonté d'apporter la lumière aux Guinéens, a toute cette volonté de faire justice, a toute cette volonté, toute cette grande volonté d'apporter
d'apporter la lumière dans ce dossier pour que les Guinéens qui ont été victimes, le peuple de Guinée qui a été victime de cette situation moribonde, sache effectivement qui est responsable, qui ne l'est pas, qui mérite d'être condamné, qui ne mérite pas. Parce que vous savez, quand une situation est comme ça, il y a trop de suspects, il y a trop de personnes accusées sans fondement, il y a trop de déclarations, chacun y va de sa tête. Alors, pour en finir une fois pour toutes avec ça, toute cette pagaille d'accusations, le colonel Mamadi Doumbouya veut prendre ses responsabilités dans ce dossier pour apporter la lumière. Je me dis, c'est un dossier lourd et très lourd. C'est pourquoi d'ailleurs j'interpelle le colonel en disant il faut faire vite parce que nous connaissons l'état de santé d'Alpha Condé. Alpha Condé qui n'a pas encore digéré le fait qu'il soit délogé de son palais Sékou Touré. Alpha Condé est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Alpha Condé est aujourd'hui dans les remords. Alpha Condé aujourd'hui, dans sa chambre, il essaye de situer les responsabilités de son déclin. Qu'est-ce que j'ai fait qui a marché? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ou j'aurais pu faire ou j'aurais dû dire ou j'aurais pu faire ou j'aurais pu dire? Alpha Condé se pose des questions. Et on dit que maintenant le colonel a parlé de la création d'une cour pour juger tous ces criminels économiques. Et je pense que s'il faut mettre main sur tous ces grands poissons, tous ces gros poissons, qui ont à un moment donné pris notre économie en otage, durant les 10 ans qui se sont écoulés, c'est-à-dire tout au long du régime d'Alpha Condé, je pense que le tout premier responsable de ce crime, je pense que ça sera Alpha Condé. Bien évidemment. Alors, les charges sont lourdes. S'il faut faire l'audit à titre posthume de Alpha Condé et de tous ses ministrions, je pense que le dossier, c'est un dossier lourd. Mais avant d'arriver à ce dossier, on dit qu'il faut d'abord attaquer le dossier du 28 septembre. Un dossier dans lequel Alpha Condé n'est pas tout à fait innocent. Avouons-le. Alors, je me dis que si le colonel a cette volonté, cette très grande volonté de réunir Sekouba Konaté, Dadis Camara, Toumba Diakité, M. Keboro, tous ces gens qui y ont participé et tous ces gens qui étaient aux affaires pendant cette période du 28 septembre, je pense que ça va chauffer. Parce que vous savez, ça fait maintenant plusieurs années que M. Toumba Diakité est emprisonné injustement. Oui, il faut le dire injustement. Parce que jusqu'à preuve contraire, M. Toumba Diakité a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jusqu'à présent, M. Toumba Diakité, il n'y a pas d'éléments concrets contre lui. Alors, il est injustement emprisonné à la maison centrale. Mettez des cœurs parce qu'il y a un animal qui est en train de mettre des têtes de mort. Ça ne sert à rien. Je ne parle pas de son père, encore moins de sa mère. Je suis en train de parler du dossier de la République de Guinée. Je ne parle pas de ta tribu, encore moins de toi. Je ne te connais même pas, tu viens sur ma page, tu mets des têtes de mort. Si ce que je suis en train de dire, ça ne te plaît pas, qu'est-ce qui te pousse à te flanquer là? C'est pourquoi je vous dis que le malheur de la Guinée, c'est d'avoir en son sein des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la dite démocratie. Ce qui nous fatigue en Guinée, c'est d'avoir partagé ce territoire de la République de Guinée avec des personnes qui ont la boue à la place du cerveau. Je ne t'ai pas invité sur ma page, je ne te connais pas. Hein? Si ce que je suis en train de dire, ça ne te plaît pas, qu'est-ce qui te pousse de rester là à m'écouter? C'est être vraiment bête.
c'est être un animal tout court. Parce que je ne sais pas à quoi ça sert d'appeler quelqu'un malade, à quoi ça sert d'appeler quelqu'un fou, à quoi ça sert d'appeler, d'insulter quelqu'un. Et chaque soir, à chaque fois que ce quelqu'un lance ce live, toi tu es là pour l'écouter. C'est comme quelqu'un qui se dit intelligent et il voit passer une personne démunie, dépourvue de toutes ses facultés humaines. Chaque matin, il le voit passer, il dit, ah bon, le monsieur là, il est fou. Le monsieur là, il est fou. Que tu le dises ou pas, lui, il sait déjà qu'il est fou. Alors, entre toi et le monsieur, qui est fou? Quelqu'un qui a perdu sa tête. Toi, tu le dis chaque fois, il est fou, il est fou. Toi, tu as toutes tes facultés humaines. Mais tu l'appelles tout le temps, ce fou-là, fou, fou, fou. Entre lui et toi, qui est fou? Parce que lui qui a perdu sa tête-là, il ne te calcule même pas. Tu vois? Moi, je suis en train de faire mon travail. Je ne te calcule même pas. Je ne te connais même pas. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ta mère, encore moins ton père. Je ne connais même pas ta tribu. Je ne t'ai pas invité là. Je suis en train de faire un travail. Tu viens te flanquer. Ça ne te plaît pas? Mais vas-y. Tu n'es pas obligé de rester. Tu es un mapoule tout court. Ça ne va pas dans ta tête. À quoi ça sert de rester dans une maison que tu n'aimes pas? Mais si tu n'aimes pas la maison, quitte la maison. Tu as la possibilité de te détacher d'une situation. Une situation moribonde. Tu sais que cette situation-là, ça ne te convient pas. Ça ne convient pas à ta condition de vie. Tu as aussi le choix de quitter. Mais tu restes flanqué là. Alors, est-ce que tu n'es pas bête? Est-ce que quelque part dans ta tête, ce n'est pas la boue qui est là? Ça sert à quoi de venir mettre des têtes de mort? C'est que je suis en train de te dire, ça ne te plaît pas, mais vas-y. Bon sang de Dieu, je ne comprends pas. Ce n'est même pas de la sorcellerie, ça. Ça, c'est de la naïveté pure et simple. Tu n'es pas obligé d'écouter Espace FM. Tu n'es pas obligé d'écouter Film. Tu n'es pas obligé d'écouter M. Kanté. Alors pourquoi il faut tourner chaque fois sa radio ou sa télévision pour regarder Espace FM? Et tu sais très bien que ce qu'on va se dire à Espace FM ou Film, ça ne va pas te plaire. Mais tu es là toujours, tous les matins, à tourner l'aiguille pour voir, changer les scènes pour voir. Est-ce que M. Kanté t'oblige là? Bref, ça c'est l'endroit de toutes les personnes qui viennent m'écouter et qui n'aiment pas ce que je dis. Je ne vous force pas. Et d'ailleurs, voici quelques maboules qui viennent souvent sur ma page. Je les bloque et ils m'envoient des messages dans mon inbox. Monsieur Kanté, s'il te plaît, il faut me débloquer, je ne vais plus mettre des têtes de mort. Ça sert à quoi, cousin? Alors, mesdames et messieurs, je disais que réunir ces gens-là en République de Guinée pour faire le jugement du 28 septembre, ça sera un dossier très lourd. C'est pourquoi je dis au colonel Mamadi Doumbouya de renforcer la sécurité. Parce qu'il faut souligner, mesdames et messieurs, il faut souligner. M. Toumba Diakité, jusqu'à preuve contraire, il est injustement détenu en prison, sans preuve contre lui. On le prend juste parce qu'on se dit, bon, c'est lui qui a tiré sur Dadis. C'est juste ça. À part cela, il n'y a rien d'autre. On le reproche de quoi? Alpha Condé a pris Toumba Diakité, il l'a mis en prison. Il reproche quoi à Toumba Diakité? Pourquoi il a refusé tant de faire cette justice-là? Pourquoi il a refusé tant d'apporter la lumière sur ce dossier? Pourquoi il a voulu que monsieur Dadis Camara reste toujours à Ouaga? Pourquoi il a toujours refusé que Sekouba Konaté entre en Guinée? Pourquoi? C'est parce que Alpha Condé, il se reproche de quelque chose. S'il ne se reprochait de rien, je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, il allait faire la justice, il allait apporter la lumière sur ce dossier. Mais vous savez, Alpha Condé ne pouvait pas juger Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté est à la base de ce qu'on appelle la victoire d'Alpha Condé en 2010. Sekouba Konaté en sait beaucoup de choses là-dedans. Ce sont eux qui ont fraudé et qui ont donné le pouvoir à Alpha Condé. Et Alpha Condé, il sait très bien que Sekouba Konaté est impliqué dans ce dossier-là. Même s'il n'est pas impliqué directement, mais indirectement, il est impliqué dans le dossier du 28 septembre. Il se dira, oui, je n'étais pas à Conakry, ministre de la Défense. Vous n'étiez pas à Conakry, oui, mais ministre de la Défense d'un pays, si quelque chose se passe dans ce pays-là, vous êtes pris en grande partie responsable parce que vous êtes ministre de la Défense. Et quand on est ministre de la Défense, ça veut dire tout.
C'est comme ce qui est arrivé à Alpha Condé le 5 septembre dernier. Si on doit situer les responsabilités par rapport à ce coup, par rapport au fait que le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas échoué, on doit prendre en grande partie le ministre de la Défense du régime d'Alpha Condé, en l'occurrence Mohamed Djane. Parce que ministre de la Défense, ça veut dire tout. Il n'a pas su protéger Alpha Condé. Oui. Il n'a pas su détecter la source de ce problème-là. Il n'a pas su protéger le régime. C'est comme si on disait aujourd'hui que des envahisseurs étaient venus attaquer la Guinée et qu'ils s'étaient emparés du pouvoir de la République de Guinée. Alors, on allait attaquer le ministre de la Défense. Mais comme cette attaque s'est faite entre les Guinéens, c'est pourquoi la teneur n'est pas aussi grande. Parce qu'on a délogé un dictateur et celui qui est là a été acclamé par la quasi-totalité de la République de Guinée. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui était venu de l'extérieur et qui s'était accaparé des biens de la République, naturellement, tous les Guinéens devraient s'en prendre au ministre de la Défense du régime d'Alpha Condé, en l'occurrence Mohamed Djane. Alors, M. Sekouba Konaté, bien vrai qu'il ne soit pas directement impliqué dans le dossier du 28 septembre, mais indirectement, il est aussi impliqué parce qu'il était ministre de la Défense. On ne peut pas rester ministre de la Défense et que des événements pareils se passent chez vous, même si vous n'êtes pas dans le pays, au pays d'Oumès, même si vous n'êtes pas au pays. Mesdames et messieurs, alors, en faisant tout ce calcul, connaissant tout ce dossier, on se dit qu'Alpha Condé ne pouvait pas faire le jugement. Oui, il ne pouvait pas faire le jugement. Parce que ce que vous ignorez, moi j'ai la certitude aujourd'hui que Alpha Condé était en contact permanent avec M. Dadis Camara. J'ai la certitude aujourd'hui que Alpha Condé envoyait de l'argent à Dadis Camara. Alors, Alpha Condé qui envoyait de l'argent à Dadis Camara chaque mois. Pourquoi et en quoi Dadis Camara est différent de Sekouba Konaté? En quoi Sekouba Konaté est différent de Toumba Diakité? Si Alpha Condé envoyait de l'argent, évidemment, j'ai la certitude que Dadis Camara recevait de l'argent de la part d'Alpha Condé, bien évidemment. Et ça, c'est un dossier qui n'est même pas caché. La plupart des Guinéens le savent. Qu'Alpha Condé envoyait de l'argent à Dadis Camara pour Ouaga. Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Et Dadis Camara ne va pas me démentir pour cela. Il va se dire, oui, c'est le président, c'est un président qui m'envoyait. Oui, c'est un président qui vous envoyait, bien sûr. Vous êtes officier. Mais ce qu'on vous envoyait, ça, c'était beaucoup plus que votre salaire en tant que capitaine de l'armée guinéenne. Ce qu'on vous envoyait, ça, c'était beaucoup plus qu'un ancien président doit recevoir. C'était beaucoup plus, M. Dadis. Donc, mesdames et messieurs, ce dossier est un dossier complexe, est un dossier compliqué. Alors, on se dit aujourd'hui que la personne idéale, capable de faire ce jugement, capable d'apporter la lumière dans cette affaire, c'est oui, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que ni de près, ni de loin, il ne se reproche de rien. C'est pourquoi il a répondu favorablement à la demande de Sekouba Konaté d'entrer au pays. Il a répondu favorablement à la demande de Dadis Camara de rentrer au pays. Et ce que vous devez savoir, que ce soit Sekouba Konaté ou Dadis, ils ont toujours écrit des lettres à M. Alpha Condé afin qu'il puisse entrer au pays. Mais ces lettres-là sont restées sans suite. Mesdames et messieurs, partagez le live. Vous êtes 1097, ça fait 1097 partages. Mettez des cœurs. Alors, connaissant l'état de santé dégradante d'Alpha Condé, plus la vieillesse, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya ne va pas jouer au même jeu que Alpha Condé par rapport à Toumba Diakité. Parce que Alpha Condé a voulu maintenir Toumba Diakité en prison jusqu'à lui, sa propre mise dans la tombe. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne soit plus, Alpha Condé lui-même ne soit plus de ce monde. C'était la politique. C'est pourquoi tous les Guinéens ont constaté ce grand retard dans la construction et dans la finition de ce tribunal spécial pour faire ce jugement. Sinon,
construire un tribunal spécial, je ne pense pas que s'il y a la volonté politique, je ne pense pas que ça peut prendre 5 mois. Je ne pense pas. Avec la volonté ferme, comme le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui là. Vous voyez? Aujourd'hui, au niveau des infrastructures routières en Guinée, mais ces sociétés qui sont là, ils travaillent nuit et jour, 24 heures sur 24. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. La volonté d'un chef d'État à travailler pour sa nation. Durant tout le régime d'Alpha Condé, on n'a jamais vu une société travailler de nuit. Société de bitumage de rouge, on n'a jamais vu. Mais là, on constate maintenant sous l'ère du colonel Mamadi Doumbouya, 24 heures sur 24, il travaille. La route Conakry, Koya, Kindia. Vous voyez les preuves de la volonté politique du colonel Mamadi Doumbouya. Et nous devons l'applaudir pour cela. Alors, mais dans ce dossier du 28 septembre, je dis effectivement que le colonel ne va pas jouer au jeu d'Alpha Condé. C'est-à-dire rester, faire toute cette transition, ne pas apporter la lumière sur le dossier. Parce que Alpha Condé est aujourd'hui moribond. Oui. Alpha Condé, il est malade. Il y a la vieillesse. Alpha Condé, il est malade. Alpha Condé, il a plusieurs maladies aujourd'hui. Plusieurs maladies. Vous savez, la maladie physique, la maladie dans le sang d'Alpha Condé, c'est pas aussi grave. Ok? C'est pas aussi grave. Ce cancer de prostate qu'Alpha Condé traîne, ce problème de foie qu'Alpha Condé traîne, n'est pas aussi grave que cette autre maladie que je vais citer là, qui est en train de ronger Alpha Condé. La plus grande maladie aujourd'hui chez Alpha Condé qui le ronge, chaque seconde qui passe, c'est cette déception de ne pas rester au pouvoir jusqu'à ces derniers jours. Ça, c'est la plus grande forme de maladie qui ronge aujourd'hui Alpha Condé. Tous les Guinéens doivent le savoir. Deuxièmement, la deuxième maladie, la plus grave encore, qui ronge, qui continue de ronger Alpha Condé, comment il a été trahi et pourquoi il a été trahi par ses proches collaborateurs. Les Kassouri, les Mohamed Djane et tous ces gens qui tournaient autour de lui. Comment se fait-il qu'il n'a pas vu venir, il n'a pas vu venir, c'est-à-dire cette trahison, cette haute trahison-là? Comment? Ça, c'est une maladie qui le ronge de plus. D'accord? Et la troisième maladie, la plus dévastatrice aujourd'hui chez Alpha Condé, c'est que Alpha Condé, dans sa tête, il risque de devenir fou. Vous savez pourquoi? Parce que Alpha se dit, je suis exactement à la place de Cellou Dalein Diallo. Il n'y a pas encore une année, moi, j'ai maintenu Cellou Dalein Diallo à cette position-là de résidence surveillée. Je l'ai humilié. D'accord? Je l'ai sous-estimé. Je l'ai enfoncé dans les ténèbres de l'enfer. J'ai fait de lui ce que j'ai voulu. J'avais le choix sur la liberté et la non-liberté de Cellou Dalein Diallo. J'ai envoyé la police encercler sa maison. J'ai empêché sa femme de sortir de la République de Guinée. J'ai empêché son vice-président de sortir de la République de Guinée. J'ai pris ses proches collaborateurs, je les ai emprisonnés, à l'occurrence Ousmane Gawal et Si. Et moi, je suis exactement à ce même niveau-là, vivant, en plus, devant Cellou Dalein Diallo, devant tous les militants sympathisants de l'UFDG, devant tout le peuple de Guinée qui a été témoin de l'emprisonnement de ce monsieur presque saint. Je suis à cette position-là aujourd'hui. Alors, la maladie de l'humiliation est en train de ronger Alpha Condé. La culpabilité et la cupidité est en train de ronger Alpha Condé. Donc, ces trois grandes maladies-là, vous savez, Alpha s'en fout du sort que le colonel le réserve. Il s'en fout complètement de ça. Que le colonel, le juge, le mette en prison, Alpha sait déjà qu'il est en prison. Alpha s'en fout de son sort.
C'est que vous oubliez. Mais ce qui regarde Alpha Condé aujourd'hui, ce qui le fatigue, c'est tout ce que je viens de citer là. C'est ce qui le fatigue de plus. Alpha même peut refuser de prendre ses médicaments. Mais il ne peut pas s'empêcher de penser à tout ce que je viens de citer là. Et à cela s'ajoute son échec en tant que chef d'État. Son échec en tant qu'un sorbonnate. Son échec en tant qu'un professeur de droit. Son échec en tant qu'un professeur en Sciences Po. Son échec de tirer son pays des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Son échec de n'avoir pas été un chef exemplaire, un président exemplaire. Son échec de n'avoir pas été un véritable Demi Nelson Mandela. Son échec de n'avoir pas réalisé ce que lui-même appelait Guinée is back. Alors, tout ce que je viens de citer là, c'est plus grave que la maladie physique que Alpha Condé a dans son corps. Il s'en fout du sort. Non. Ceux qui disent, oh, on va juger Alpha Condé, on va l'emprisonner. Alpha sait déjà qu'il est... C'est-à-dire, vous savez, Alpha se demande à son tréfonds, c'est-à-dire au plus profond d'Alpha Condé, il se pose une question, mais une question véritable. La question, c'est quoi? Est-ce mes parents biologiques, ils ont fait le véritable sacrifice pour moi, dès ma naissance? Est-ce qu'ils ont fait ce véritable sacrifice-là? Mes parents, mes deux parents biologiques. Mes parents biologiques, est-ce qu'ils, sachant très bien qui j'allais devenir, est-ce qu'ils ont fait ce véritable sacrifice d'un véritable chef qui doit réussir dans sa vie? Est-ce que mes parents biologiques, ils ont fait ce sacrifice? Est-ce que quelque part, moi je n'étais pas né pour être un prisonnier éternel? Est-ce que quelque part, moi je n'étais pas né pour tout le temps essuyer l'échec dans ma vie? Est-ce que quelque part, je ne suis pas synonyme de l'échec? Ce sont ces questions qu'Alpha Condé se pose aujourd'hui. Moi, je le comprends parfaitement. On dira qu'ils l'ont trompé. On dira, oui, ces ministres n'ont pas été tant. Mais, vous savez, ceux qui disent qu'on a trompé Alpha Condé, moi, je dis tout simplement que vous fuyez votre propre responsabilité. Parce que Alpha qui a regardé de loin et de près le régime et le mode de gouvernance d'Ahmed Sékou Touré, Alpha qui a connu presque partiellement la Deuxième Guerre mondiale, Alpha qui a côtoyé les plus grands de ce monde, les plus grands politiciens de ce monde, Alpha qui a côtoyé, disons, les plus grands hommes, tout simplement, les chefs d'État, Alpha qui a côtoyé, Alpha qui a l'expérience de toutes ces formes de gouvernance de parlement à travers le monde, mais ce Alpha a été incapable de créer sa propre gouvernance, une gouvernance positive. Parce que sa gouvernance a été négative globalement, mesdames et messieurs. Partagez au maximum le live. Donc, je dis au colonel, je reviens à mes mots et tons, je dis au colonel que si vous devez organiser ce dossier du 28 septembre, moi je vous suggère quelque chose, colonel, quelque chose de très important. Vous savez, la maison centrale, aujourd'hui, c'est une maison qui est bondée. Il y a ce qu'on appelle la surpopulation là à la maison centrale. La capacité de cette maison centrale est aujourd'hui dépassée 3 ou 4 fois. Voyez-vous, mon colonel? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mineurs là dans la maison centrale, il y a des majeurs là dans la maison centrale, il y a des femmes là dans la maison centrale qui ont fait des années, qui ont fait des mois sans jugement. Ça, c'était sous Alpha Condé, ce n'est pas sous le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, il faut faire le jugement de ces gens-là. Ceux qui méritent d'être condamnés, qu'ils soient condamnés, et ceux qui méritent d'être libérés, qu'on les libère tout simplement. Partagez le live, mettez des cœurs, ils sont en train de signaler le live, mesdames et messieurs.
Alors, mon colonel, je pense que si vous avez la volonté de faire la lumière, d'apporter la lumière, de faire le jugement de ce dossier du 28 septembre, moi je vous suggère quelque chose de très important. Parce que les coupables du dossier 28 septembre, les coupables de ce crime, économique en Guinée, ce n'est pas des petits mamadou. Ce sont des grands bandits à col blanc. Ce sont des bandits de grand chemin. Ce sont des bandits riches. Ce sont des bandits qui ont un certain pouvoir. Ce sont des bandits qui méritent la sécurité totale. Alors moi je vous suggère, monsieur le colonel, monsieur le président de la transition, chef suprême de la Guinée. Moi je vous suggère qu'en même temps, vous ouvrez le dossier du 28 septembre, pensez aussi à la construction d'une prison réelle, répondant aux normes internationales, c'est-à-dire une prison répondant aux standards, c'est-à-dire une prison de qualité internationale. Oui, je sais de quoi je suis en train de parler. Oui, il faut construire une prison, mais une véritable prison, une prison réelle. Une prison à l'image des prisons européennes, à l'image des prisons américaines. Même si ça va nous coûter cher, mais qu'on construise cela. Une prison avec une très grande capacité, avec une sécurité maximale, une sécurité très élevée, avec des conditions adéquates. C'est très important. C'est ce que je suis en train de dire, mon colonel. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous avez la capacité. Mais jugez, ouvrir ce dossier du 28 septembre, jugez ces gens, ces grands bandits, ces bandits riches-là, les juger et aller les emprisonner dans la maison centrale, c'est comme si vous les preniez et vous les mettiez dans une maison à porte ouverte. Mon colonel, je vous dis la vérité. Je ne vous cache pas la vérité. Je serai toujours là pour vous dire la vérité et pour apporter mon aide. Vous imaginez un Kassouri Fofana accusé de crimes économiques et de détournement de fonds publics, de deniers publics. Un Kassouri Fofana qui a une fortune à l'étranger. Un Kassouri Fofana en prison à la maison centrale. Un Kassouri Fofana qui est capable de donner 200 millions, 300 millions à un garde pénitentiaire pour dire, tu me laisses sortir, je te donne ça. Vous imaginez? Vous imaginez un Alpha Condé jugé pour complice dans le dossier du 28 septembre et pour malgouvernance en République de Guinée, jugé et jeté dans cette maison centrale. Il y en a qui me diront, oui, il était là sous l'ère d'Alpha Condé, mais écoutez, les Soussous disent que Nyesa Nyema Nyekanenara. On ne va pas confondre ces deux périodes-là. Aujourd'hui, on ne va pas se le mentir. D'accord, Alpha Condé a encore quelques éléments chauds là dans l'armée guinéenne. Il faut qu'on se dise la vérité. Des gens qui sont capables, ils savent que la maison centrale, oui, Alpha Condé est là. Ils savent que oui, la maison centrale, Mohamed Djane est là. Ils savent que oui, la maison centrale, Baïdi Haribo est là. Ils savent que Kassouri Fofana est là. Ils savent que Tibou Kamara est là. Ces éléments-là, ils sont capables de s'en prendre à la maison centrale. Alors le colonel Mamadi Doumbouya doit, avec sa volonté politique, prendre la peine de construire une prison réelle, capable, avec une sécurité maximale. Parce que les gens qui seront jugés et condamnés, ce n'est pas des petits gens. Il faut être sûr de là où vous allez les envoyer. Il faut être sûr de cela. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je dis que ça ne doit pas se passer derrière Alpha Condé. Oui, ça ne doit pas se passer derrière Alpha Condé. Bon colonel, oui, je sais que Alpha Condé, c'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui a la poitrine gonflée. Je sais que Alpha Condé, il n'est pas prêt à parler. Je sais qu'il sous-estime tous les juges de la République de Guinée, tous les magistrats de la Guinée. Je sais qu'il va jamais parler. Jamais. Parce que pour lui,
parler devant des magistrats guinéens ou des juges guinéens, c'est de se rabaisser au niveau le plus bas. Je sais qu'il est prêt à aller en prison bouche bée, je sais cela. Mais vous savez, Alpha Condé est capable de faire pire que tout ce que je viens de dire là. Alpha Condé est capable de rester, il est capable de se... Comment je peux dire ça? Il est capable de laisser son dossier dans la main des Guinéens, c'est-à-dire un dossier mystérieux. Que les Guinéens se disent, ce monsieur-là, de sa naissance jusqu'à sa mort, on ne l'a jamais compris. Je veux dire que Alpha Condé est capable tout simplement de se faire du mal là où il est aujourd'hui. S'il sait que oui, demain on doit le faire, on doit le juger pour lui, parce que pour lui, son jugement, ça sera une forme d'humiliation. Alors Alpha Condé est capable, en complicité avec certaines personnes qui seront permises de venir le rendre visite, il est même capable, avec son médecin traitant, excusez-moi, ouais, mais je suis obligé de le dire, il est capable de se suicider là. Parce que pour lui, ça sera une humiliation grande et totale. Et donc, le colonel Mamadi Doumbouya doit veiller à ce que Alpha Condé, c'est-à-dire, il doit jouir de tout son pouvoir. Le colonel doit jouir de tout son pouvoir, afin que Alpha Condé reste là, qu'il réponde devant la justice guinéenne. Après, ce que Dieu est capable de faire, je ne sais prédire cela. Je ne sais dire cela. Parce que Dieu, c'est le Dieu de... c'est de lui... c'est dans sa main dépend la vie de tout un chacun. Il peut prendre l'âme aujourd'hui de n'importe qui. Mais tout ce qui est du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, il doit mettre tout son pouvoir en place afin que Alpha Condé soit dans les conditions les meilleures pour le traduire devant la justice guinéenne. Pour ne pas que si après Alpha Condé, c'est-à-dire que si Alpha Condé n'arrive devant la justice guinéenne, d'accord, par la volonté de Dieu, qu'Alpha Condé tombe demain, qu'on traduise un Kassouri Fofana, par exemple, devant la justice guinéenne pour parler de la malgouvernance et tout ça, ben, il est capable de mettre tout dans le dos d'Alpha Condé. Mohamed Djané est capable aujourd'hui de mettre tout le dossier dans le dos d'Alpha Condé pour dire, mais c'était Alpha Condé, hein, on ne pouvait pas le contester. Tous ces ministrions-là, tous ces proches collaborateurs, les Kiridi Bangoura aujourd'hui, tous ceux qu'on appelle ministres d'Alpha Condé, collaborateurs d'Alpha Condé, ils sont capables aujourd'hui, après Alpha Condé, ils sont capables de mettre tout le dossier dans son dos pour dire que c'était le chef suprême, c'est lui qui décidait tout. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Mais Alpha Condé en vie, face à ces gens-là, avec un dossier costaud et un magistrat et un juge compétent, je pense que ça va chauffer. Mettez des cœurs. Parce qu'il y a un Maboul qui est en train encore de mettre de tête des morts. Si tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, tu n'es pas obligé de rester. Alors, mesdames et messieurs, le dossier est complexe. Le dossier est compliqué. Mais je pense que la volonté politique passe avant tout. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, il a la volonté. Et je pense qu'on va assister à beaucoup de spectacles là, dans ce dossier du 28 septembre. Parce que nous avons encore des témoins vivants. Et ce qu'il faut dire au colonel Mamadi Doumbouya, mon colonel, vous avez entrepris là un travail qui demande la sécurité maximale. Et quand je parle de sécurité maximale, je parle de votre propre sécurité. Et là, je vais mettre un accent là-dessus, mon colonel. Je ne vais pas vous mentir. Je sais de quoi je parle. Mon colonel, il faut renforcer tous les jours votre propre sécurité. Il faut que votre propre sécurité soit renforcée. C'est-à-dire votre propre sécurité soit au maximum, soit au diapason. Il faut que vous soyez gardé pharaoniquement, plus gardé que Pharaon lui-même. Oui, ça je mets un accent là-dessus, mon colonel. Parce que vous savez, mon colonel, sincèrement, je peux mettre ma main sur le Coran pour jurer. Le Coran, le Saint-Coran. Je sais que tout le contenu du Saint-Coran, c'est la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah. Je peux mettre ma main sur le Saint-Coran pour jurer. Mon colonel, le nombre de personnes qui m'ont écrite, le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages vocaux
pour dire, Monsieur Kanté, vous êtes aujourd'hui la personne la plus écoutée sur les réseaux sociaux, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur par les Guinéens. Monsieur Kanté, j'ai rêvé au colonel Mamadi Doumbouya. Le nombre de personnes qui m'ont envoyé ce message pareil là, ça dépasse plus de 10, plus de 15. Moi, je ne peux même pas compter. Mais mon colonel, la concordance entre ces rêves de toutes ces personnes qui m'ont envoyé des vocaux, qui m'ont écrit, il y en a qui ont pris la peine de m'appeler, de la Guinée. Vous savez, quand ça a commencé, la première personne, quand elle m'a appelé, mais je dis non. Je ne l'ai pas écouté tellement. Mais la personne qui m'a appelé en première position est en Guinée. Il y a une deuxième personne qui m'a appelé, qui est à Londres. Il y a une troisième qui m'a appelé Canada, des États-Unis. C'est-à-dire, partout les Guinéens qui m'appellent et qui m'expliquent leurs rêves. Je me dis non, tous ces Guinéens-là ne peuvent pas se connaître et faire un seul rêve, que la cohérence soit, c'est-à-dire la concordance, la similarité soit très frappante comme ça. Tous ces gens-là ne peuvent pas avoir contact entre eux pour m'appeler pour dire, Monsieur Kanté, j'ai rêvé tant. Mon colonel, ce que je suis en train de vous dire, prenez ça au sérieux. Et tous ces grands imams de la République de Guinée, tous ces savants musulmans, là, le rêve que je m'apprête maintenant à vous dire, interprétez très bien, s'il y a des sacrifices à faire, faites-le. Et je sais que le colonel Mamadi Doumbouya, lui-même déjà, il est averti. Parce qu'un chef, c'est avec tout ce qui est autour. Mon colonel, nombreux des Guinéens qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Monsieur Kanté, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on a fait un coup au colonel Mamadi Doumbouya. Je vous jure sur le Saint-Coran. Pas une personne, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas même 10. Wallahi billahi tallahi. Nombreux des Guinéens qui m'ont appelé pour dire, Monsieur Kanté, dites au colonel de faire très attention. Et vous savez, la similarité dans ces rêves, je vais vous dire, parce que sur le Saint-Coran, moi-même je l'ai fait. Billahi, moi-même je l'ai fait. Ce rêve-là, moi-même je l'ai fait. Je ne vais pas vous mentir. Ce que je suis en train de dire, je sais que le colonel Mamadi Doumbouya a entendu déjà des échos. Je sais que quelqu'un d'autre a fait ce même rêve et l'a déjà dit, et peut-être qu'ils ont fait des sacrifices pour éviter cette situation. Moi-même, j'ai fait le même rêve que bon nombre de Guinéens ont fait. Mais vous savez, la similarité dans ces rêves, c'est que toutes les personnes qui m'ont expliqué leur rêve, et c'est le rêve que moi-même j'ai fait, c'est qu'au final, dans ce coup-là, le colonel s'en sort. C'est que le coup a échoué. Oui, il s'en sort. Billahi tallahi, il s'en sort. Et ça, je me suis dit, je dis non, ça je ne vais pas prendre à la légère. Une personne m'a dit, je dis non, c'est une personne. Deux personnes, je dis non. Trois personnes, je dis non. Après, c'est devenu, ça dit, c'est devenu plus de 10, plus de 15. Alors, mon colonel, renforcez votre sécurité, que votre sécurité soit au maximum. J'ai les messages dans mon téléphone là. Toutes les personnes qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé des messages vocaux m'expliquant ces rêves-là. J'ai ça ici. Je ne veux pas seulement livrer l'identité de toutes ces personnes-là parce que vraiment, c'est pas professionnel. Non, je ne veux pas qu'on sache réellement qui a fait ça, qui a appelé. Non, 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 je ne veux pas ça. Ok? Il faut être discret et sobre. Après, ces gens-là qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué leurs rêves, ils ne m'ont pas dit de dire que ce sont eux qui ont fait. Ils m'ont dit seulement d'avertir le colonel. Et moi-même, je l'ai fait. Moi-même, je l'ai fait. Mais ce que moi j'ai fait, billahi tallahi, wallahi billahi tallahi, je jure sur le Saint-Coran que le colonel s'est en sorti. Oui. Oui. C'est en sorti. C'est pourquoi je demande, le dossier qu'il a entamé là, il faut qu'il renforce sa sécurité au maximum, au maximum. Que sa sécurité soit renforcée au maximum, mesdames et messieurs. Alors, nous allons passer au deuxième volet de notre live. Partagez le live au maximum, mettez des cœurs, partagez. Mesdames et messieurs, je sais déjà que le colonel a compris ce que j'ai dit, parce que je sais, j'ai la certitude qu'il me suit quelque part, et je sais qu'en tant que président, ces choses-là ne l'échappent pas, que ce soit un de ses cousins, ou sa maman, ou son grand-père, ou son grand frère, ou un de ses amis. En tout cas, Allah
a rendu, c'est-à-dire Allah a rendu visite à un de ses proches pour faire ce même rêve. Et je sais, là où je suis là, j'en suis conscient, je sais pertinemment qu'ils ont fait le sacrifice quelque part. Le sacrifice qui doit être fait, je sais qu'ils ont fait quelque part. Ça, j'en suis sûr, je ne doute pas de cela. Parce qu'un chef d'État, comme Dadis Camara vous a dit, qu'on ne devient pas président au hasard. Avant que vous ne soyez président, depuis votre naissance, je vous jure, toujours, il y a des indices, toujours vous êtes informé. Si ce n'est pas votre maman, par le canal de votre maman, que ça va être par le canal de votre papa, ou vous-même, vous allez faire ce rêve, vous allez faire, vous saurez quand même que vous serez un chef. Si vous serez président, vous allez avoir ces signes-là. Ça, c'est clair et net. On ne devient pas président au hasard, non. Le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas me dire, moi, Kanté, qu'il n'avait pas ça dans la tête, qu'on ne l'avait jamais dit dans sa vie qu'il sera président de la République. Le colonel ne peut pas me dire ça. Je sais qu'il avait des signes. Je sais qu'on avait beaucoup en parlé. Et je sais, ça, non, là même, je n'en doute pas. On ne devient pas chef au hasard, on ne devient pas président au hasard. Ça, c'est clair et net. Mesdames et messieurs, notre deuxième sujet, c'est concernant la réussite de la transition. Partagez le live. Je dis que la réussite de la transition incombe en grande partie à la qualité et à la compétence de notre diplomatie guinéenne. En l'occurrence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Morissana Kouyaté. Vous avez remarqué que la fois dernière, je vous avais dit que le gouvernement Mohamed Beyavogui, c'est un gouvernement qui ne dort pas. C'est un gouvernement, même à la maison, c'est un gouvernement qui travaille. C'est des ministres que, même à la maison, ils travaillent. Ils passent la nuit à travailler. Ils dorment peu. Vous avez vu la preuve aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Notre ministre des Affaires étrangères a reçu une délégation de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est dimanche, n'est-ce pas? Normalement, dimanche, personne ne travaille. À part ceux qui ont l'habitude de travailler les dimanches. Cela démontre encore une fois de plus que ce gouvernement de transition, c'est un gouvernement qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors quand je vois des farfelus, des personnes mal intentionnées s'attaquer à ces ministres, je me dis, mais vous ne comprenez pas. Ces gens-là se sont donnés âme et corps pour satisfaire le peuple de Guinée. Et je vous dis, la réussite de notre transition dépend de la capacité, de la compétence de notre ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est que vous oubliez, ce ministre Morissana Kouyaté, il est aujourd'hui, comme disait Léopold Sédar Senghor, que je suis un homme d'une armoire à deux battants, j'évolue entre deux mondes de façon binaire. Alors, Morissana est aujourd'hui un homme d'une armoire à deux battants. Il évolue entre deux mondes de façon binaire. Le monde extérieur et le monde intérieur. C'est à lui de faire ce grand travail. Convaincre les institutions internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine. C'est à lui de faire ce grand travail, de convaincre le monde extérieur. Et c'est à lui aussi d'apaiser les tensions à l'interne même de la Guinée. Ça, on appelle la diplomatie interne. Il doit être diplomate. Son poste de ministre des Affaires étrangères, c'est un poste stratégique. Oui, c'est un poste purement stratégique. Ce n'est pas n'importe qui qu'on met là. Si vous n'avez pas la qualité, vous n'avez pas une certaine subtilité, vous n'avez pas une certaine compétence, vous n'avez pas une certaine culture, une certaine valeur, vous n'avez pas une certaine probité morale, vous ne pouvez pas réussir ce poste-là de ministre des Affaires étrangères. Parce que vous savez, là où nous avons échoué avec Alpha Condé, je vous ai toujours dit que la diplomatie sous l'ère d'Alpha Condé était une diplomatie à la ramassette. Tout État respectueux, toute nation respectueuse et respectable qui se veut du respect et du droit doit fortifier son corps diplomatique. Parce que vous savez, sans le monde extérieur, nous en Guinée, on n'est rien. Surtout nous en Guinée, nous pays africains, on n'est rien.
Parce que notre subsistance à 90% dépend de l'aide extérieure. Vous savez, pour bitumer les routes, nous avons besoin de l'aide extérieure. Ça dépend de la qualité de notre diplomatie et de la crédibilité de notre administration. Pour bitumer les routes. Parce qu'il faut aller chercher les fonds à l'extérieur. Et il faut être convaincant là. Mais avant d'être convaincant là, il faut d'abord que son administration soit une administration crédible aux yeux des institutions internationales, aux yeux des organisations internationales, que ce soit financière, politique ou économique. Et l'administration d'Alpha Condé n'avait plus de crédibilité. Bien évidemment. C'est pourquoi on avait du mal à se retrouver, c'est pourquoi on avait du mal à débloquer la situation. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons une administration de qualité en place. Nous savons que nous avons des hommes crédibles en place. Nous savons que nous avons des hommes à dimension internationale sur place qui sont en train de se battre. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce soit Mohamed Beavogui, que ce soit M. Morissana Kouyaté, ministre des Affaires, que ce soit Ousmane Gawal et tous ces gens qui composent ce gouvernement-là, la plupart étaient des fonctionnaires internationaux. Et ils percevaient des salaires là, ils étaient mieux rémunérés là qu'en République de Guinée. Ils prennent combien? Posez-vous la question. Surtout sous l'ère du colonel Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de vol. Si c'était sous l'ère d'Alpha Condé, on pouvait se dire, ah oui, ben ces gars-là, ils volent, ils font ceci. Mais sous l'ère du colonel Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de vol. Aucun ministre ne peut se lancer, ne peut s'hasarder à voler en République de Guinée. De toutes les façons, on ne peut pas voler. Maintenant, on ne peut pas voler. La Guinée n'a pas d'argent. La Guinée a besoin d'argent. Donc, mesdames et messieurs, nous devons être fiers de nos ministres qui travaillent aujourd'hui pour nous. Parce que moi, sincèrement, pour vous dire la vérité, j'ai pitié d'eux. C'est des pères de famille qui travaillent avec, c'est-à-dire avec la dernière énergie. C'est des gens qui travaillent en synergie. C'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens, même chez eux, à la maison, même sur le lit, ils travaillent. Parce que toujours, l'esprit, ça travaille. Il y a du renouveau là, dans la tête. Ce que je vais faire demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette transition réussisse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire le peuple de Guinée au bout de ce laps de temps? Et là, en grande partie, cela dépend de la qualité de notre corps diplomatique. À la tête, ce ministre Morissana Kouyaté. Il a reçu aujourd'hui, avec le président de la République, l'un des émissaires de l'Union africaine. Aujourd'hui, dimanche, il était à l'aéroport, Morissana Kouyaté. Pendant que tous les autres, quand je dis les autres, les civils, pendant que nous on se dit, oh non, il n'y a pas de travail aujourd'hui ce dimanche, le ministre, il était là. C'est pour dire que il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Ces gens-là, ils sont là pour travailler, ils sont là pour satisfaire le peuple de Guinée. Et vous savez, la volonté politique qui est mise là-dedans, vous allez voir le résultat à la fin de la transition. C'est vous-même qui allez réclamer encore ces gens au poste de ministre en République de Guinée. Ça va se passer devant vous. Alors, nous devons être fiers de ces gens parce qu'ils apportent là la culture du travail. Et vous savez, Ahmed Sékou Touré nous disait que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Alors, tous ceux qui sont dans l'ombre, en train de salir les ministres du gouvernement Mohamed Beavogui, je pense que vous êtes simplement des sorciers. Vous n'allez pas diviser ces ministres-là. Vous n'allez pas les diffamer, moi, devant moi. Non, 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 je ne vais pas accepter cela. Parce que je sais que, astagfirullah, 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 l'échec de ce gouvernement, c'est l'échec total de la République de Guinée. Et ça, moi, je ne souhaite pas. Donc, soyons fiers de nos ministres et encourageons notre chef de diplomatie, encourageons notre ministre des Affaires, encourageons-le. Parce que, vous savez, comme je vous ai dit là, sans aide, la Guinée ne peut pas s'en sortir. Hein. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Sans l'assistance de l'international, la Guinée ne peut pas avancer. Aucun pays africain ne peut avancer. Aucun pays d'ailleurs de ce monde entier ne peut évoluer en solitude. On ne peut pas. Nous avons besoin de beaucoup plus d'aide.
Mais pour que ces gens-là nous apportent de leur aide, il faut que nous-mêmes nous soyons crédibles. Il faut que nous soyons à la hauteur de cette aide. Il faut que nous méritions vraiment cette aide. C'est pourquoi ce monsieur, il travaille durement. Le Premier ministre, il travaille durement. Tous les ministres du gouvernement, ils travaillent durement. Le colonel Mamadi Doumbouya, on n'en parle même pas. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le colonel, même à 0 heure, il peut appeler son ministre pour dire on doit faire ça, on doit faire ceci. Même à 1 heure, il peut l'appeler. Et tous les ministres du gouvernement, ils sont prêts à cela. On les a inculqué cette valeur quand ils sont allés à Forêt-Caria. C'est pour leur dire, écoutez, à tout moment, on peut avoir besoin de vous. Gardez le téléphone à côté. Et que le téléphone ne soit pas sur silencieux. Gardez le téléphone à côté. Dès que vous voyez mon numéro, prenez-le. Il y a un truc que je dois vous dire pour que demain arrive. C'est pourquoi ces gens-là, moi j'ai pitié d'eux aujourd'hui. J'ai pitié d'eux. Oui, les ministres du gouvernement, là, j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils travaillent comme des titans. Ils travaillent comme des Chinois. Ils travaillent sans arrêt, 24 heures sur 24. Quand je vois alors quelques personnes non grata s'attaquer à eux, je me dis, mais vous n'avez pas compris. Vous ne voulez pas le bonheur de la Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais rapidement parler de M. Cellou Dalein Diallo qui est invité quelque part là pour la sécurité. Je me dis que ce monsieur, il sera le président complet de tous les présidents de la Guinée. Parce qu'il a connu tout. Il a connu tout, il a vu tout. Il a tiré expérience de tout. Que ce soit au niveau international ou bien au niveau national, il a connu tout. Donc, M. Cellou Dalein Diallo, le président de la République demain, ne viendra pas nous dire que non, je ne sais pas ça. Non, mais il ne peut même pas. Et aujourd'hui, il est en train d'élargir son champ de relations. C'est ce qui est important dans l'affaire. C'est pour dire que ce monsieur, après avoir gagné de l'expérience, des tons d'expérience en République de Guinée, à l'international, là, il est aujourd'hui une sorte de diplomate. Il part en Europe, il part aux États-Unis, il part où encore, il est partout. Ça, c'est une forme de diplomatie, ça. Il est aujourd'hui diplomate. Moi, je me dis que ce monsieur-là, il est aujourd'hui diplomate. Président de la République de Guinée, ça sera comme si la voiture est garée, voilà, la clé est venue, voilà, démarrer le moteur et puis on va aller. Il n'y a pas d'arrêt. Voyez-vous? Ici, en Europe, il a de la crédibilité. Aux États-Unis, il a de la crédibilité. En Afrique, dans la sous-région, il a de la crédibilité. Au sein même de l'Union africaine, la CEDEAO, il a de la crédibilité. Auprès des institutions financières internationales, il a de la crédibilité. En Allemagne, en Belgique, en Angleterre, il a de la crédibilité. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qui va l'empêcher même de développer la Guinée? De continuer le travail que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Je ne vois pas. Connaissant d'abord la Guinée. Parce que même s'il avait toute cette crédibilité à l'international, toute cette expérience à l'international, et qu'il n'avait pas de l'expérience à l'interne, on se serait dit, ben, il va pas réussir parce qu'il n'a pas d'expérience des hommes avec lesquels il va travailler. Mais lui, déjà, il a cette expérience. Avant de sortir, il a d'abord l'expérience de chez lui. C'est là l'importance, c'est là la chance pour les Guinéens qui vont voter pour que Cellou Dalein Diallo soit président de la République. C'est là. C'est là la chance du peuple de Guinée. Parce qu'on aura quelqu'un qui a d'abord l'expérience en Guinée et l'expérience, la crédibilité, un champ de relations beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Plus cela, sa volonté. Parce que ce monsieur-là, il a une volonté de travail qui est sans précédent. Je dirais même que Cellou Dalein Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya, c'est deux poumons d'un même corps. Ils lisent, c'est-à-dire ils ont la même lecture de la situation guinéenne. Ils ont la même vocation. Ils ont la même vision. D'accord? Il n'y a pas de différence entre eux. La seule différence entre eux, colonel est un militaire, Cellou est un civil. Sinon, ils ont la même vision du progrès, la même vision du travail, la même vision du développement, la même volonté politique pour que la Guinée dise enfin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas m'attarder sur cela, pour ne pas qu'encore on me tague de griot de Cellou. On sait bien qu'un Soumaoro Kanté n'est jamais griot. Bien vrai qu'il y a des Kantés qui chantent, mais un Soumaoro Kanté
n'est jamais griot. Et ce qu'il faut dire à tous ceux qui appellent les Kanté griots, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Parce que vous savez, c'est Soumaoro Kanté qui a donné le titre griot au griot du Mandingue. Parce qu'à l'époque, Soumaoro Kanté, il avait ses balafons chez lui. Dans sa maison mystérieuse. D'accord? Dans sa maison remplie de mystères. C'est lui-même qui jouait au balafon. Il chantait à sa propre gloire. C'est-à-dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, il se farotait. Ok? Et quand le grand frère de Soundiata Keïta a envoyé sa petite sœur avec le griot de Soundiata sur Soumaoro Kanté pour que Soumaoro Kanté tue Soundiata, ben ce monsieur-là, il a chanté à la gloire de Soumaoro Kanté. Et Soumaoro Kanté, en bon reconnaissant, il a dit à ce griot, il a dit en pur malinqué, il dit, ah, c'est très doux d'entendre son nom dans la bouche de quelqu'un d'autre que soi-même. Et c'est ce jour-là, il a donné le titre de griot à ce griot du Mandin, à tous les Kouyatés que vous... C'est-à-dire, c'est Soumaoro Kanté qui a donné le titre de griot aux ancêtres des griots du Mandin, qu'on appelle les Kouyatés. Ça, c'était une petite partie de l'histoire que j'avais à vous dire. Alors, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous love, je vous aime. Et voilà, c'est encore M. Kanté. Je serai toujours là pour sensibiliser le peuple. Bye bye.